Jean Varaldi, bonjour. Les trois quarts des nouveaux smartphones ultra haut de gamme qui viennent de sortir ont un processeur Snapdragon 600 à l'intérieur. C'est le cas du HTC One, c'est le cas du LG Pro et c'est le cas d'autres dont j'ai oublié le nom. Quelles sont les grandes nouveautés entre le Snapdragon 600 et les S4 Pro qu'on a par exemple sur le Xperia Z qui vient à peine de sortir en France? Donc on a effectivement depuis quelques mois on a un petit peu changé nos dénominations. On avait jusqu'à quelques temps une dénomination par génération, on appelait ça les générations S1, S2, S3, S4. À partir de la génération 4, S4, on a segmenté notre approche et on avait donc défini des segments qui s'appelaient donc S4 Pro, S4 Prime, S4 Plus et S4 Play pour correspondre aux différents segments des différents smartphones. On a écouté le marché qui nous a expliqué que ces acronymes étaient un petit peu complexes à comprendre et on a simplifié nos labels et on a introduit au CES déjà deux premiers labels qui sont le Snapdragon 600. Et le Snapdragon 600 est une évolution du Snapdragon du S4 Pro, qui était le haut de gamme de nos solutions. Globalement, le Snapdragon 600 offre 40% de puissance supplémentaire par rapport à un S4 Pro. Alors là, du coup, nous, on a fait déjà les benches sur les protos qui ont été présentés au salon, et effectivement, que ce soit en Quadrant, AnTuTu ou n'importe quel autre benchmark, en fait, il y avait un des défauts qu'on avait noté sur le S4 Pro qui était, je ne sais pas si c'est un défaut inhérent au processeur ou à l'intégration d'Android, mais c'était la vitesse de navigation web via SunSpider notamment, et on avait toujours des chiffres qui étaient hyper élevés par rapport à l'iPhone 5, alors que visiblement sur le 600, on arrive à des chiffres qui sont sensiblement meilleurs. Voilà, exactement, voilà, c'est la traduction des 40% de performance supplémentaire sur la partie applicative. Et sur la partie, sur le 800, donc il y a ZTE qui a annoncé son grand mémo qui va être le premier à l'intégrer. Qu'est-ce que ça change d'avoir le 800 au lieu du 600? Effectivement, toujours à l'occasion du CES, on a introduit ce nouveau segment qui est donc le Snapdragon 800. Le Snapdragon 800, il offre 80% de puissance de calcul supplémentaire par rapport à un S4 Pro. D'accord? Donc 80% de puissance supplémentaire sur la partie applicative. Sur la partie graphique, il offre 50% de puissance supplémentaire par rapport toujours à la même référence qui est donc le S4 Pro. Donc là, ça veut dire plus de jeux en 3D, ça veut dire plus de manipulation d'image, les écrans Full HD et tout ce qu'il y a autour. Exactement, c'est une finesse dans le jeu beaucoup plus fine, c'est une expérience plus rapide des jeux, c'est toute une expérience globale et moyenne de l'utilisateur qui est plus satisfaisante. Donc ça c'est le Snapdragon 800, le Snapdragon 600 dont on a parlé. Et cette semaine, donc, on annonce deux nouveaux acronymes qui sont les Snapdragon 400 et les Snapdragon 200. Ça pour l'entrée et milieu de gamme, j'imagine? Pour l'entrée et pour le milieu de gamme, exactement. Donc dans le Snapdragon 400, on va intégrer notamment le LTE va descendre jusque dans les Snapdragon 400. D'accord. Dans le Snapdragon 200, donc, qui est l'entrée de gamme des plateformes, qui dit entrée de gamme ne dit pas performance faible. Hein. On est sur l'entrée de gamme, on est sur du quad-cœur A5. Donc voilà, le débat régulier sur le nombre de cœurs et ainsi de suite, vous voyez bien qu'il n'est pas pertinent, puisque même sur l'entrée de gamme, on est déjà sur du quad-cœur. Sur des gammes supplémentaires, on va être peut-être en dual cœur, mais avec des cœurs différents de ceux qui sont utilisés dans l'entrée de gamme. Donc ce débat sur le nombre de cœurs est assez crée une certaine confusion auprès des clients finaux. Et on ne communique pas sur le nombre de cœurs. Oui, puis en plus de ça, on a une sorte de surenchère technologique entre le nombre de cœurs du CPU, le nombre de cœurs du GPU, entre les fabricants qui puissent venir, et c'est vrai, c'est assez compliqué à comprendre déjà, et finalement le nombre de cœurs c'est un peu comme les mégapixels pour les appareils photo, c'est pas parce qu'on a le plus grand nombre de mégapixels qu'on a l'appareil le plus puissant. Exactement, donc nous on ne communique pas sur des éléments technologiques comme ça, mais on communique sur les performances globales de la plateforme, et plus que n'importe quel chiffre, ce qui compte c'est effectivement l'expérience. Donc à l'occasion de Barcelone, on a un pôle où on démontre toutes les capacités multimédia, notamment du Snapdragon 800, qui est la dernière génération du haut de gamme, la dernière génération du haut de gamme, et on voit l'expérience qu'on peut avoir en termes de jeu, en termes d'audio. On a reproduit un certain nombre d'effets sonores sur un Snapdragon 800 qui donnent exactement le même effet qu'on peut avoir sur un home theater chez soi. Donc en fait, vous essayez d'augmenter un peu le périmètre d'action de Qualcomm. Aujourd'hui c'est CPU, GPU, peut-être aujourd'hui un point, enfin demain plutôt,
un point mis en avant sur le son aussi, donc concurrencer d'une certaine manière tout ce qui est Dolby et autres, ou pas du tout? Alors l'idée c'est pas de concurrencer Dolby, l'idée c'est d'apporter encore un coup une expérience qui soit la plus intéressante possible pour un utilisateur, que ce soit à partir d'une simple tablette ou d'un simple smartphone équipé de simples headsets, et avoir le même effet du son qui vient de devant gauche, devant droite, côté, au-dessus, derrière, et reproduire toute la richesse d'un son qu'on peut avoir en 3D dans une salle équipée. Et le nivellement vers le bas, c'est-à-dire l'entrée de gamme qui finalement n'en est pas vraiment, mais en tout cas on aura par défaut la 4G, le quad cœur ou le double cœur boosté sur des téléphones qui seront grosso modo à 10 € ou 20 € chez les opérateurs. Je sais pas, enfin, on n'en sait rien encore. Sur l'entrée de gamme, effectivement, qui dit entrée de gamme ne dit pas une performance faible. Simplement, effectivement, nous, sur le Snapdragon 200, ce sont des plateformes qui seront équipées de quad cœur A5, qui tourneront jusqu'à 1 Go 2, et qui seront disponibles à partir de mi-2013. Ça veut dire que les grandes évolutions en termes de processeurs dans l'année, ça va être justement chez Qualcomm 800 pour l'ultra haut de gamme qui va sortir grosso modo second semestre 2013. Le 800, les produits, le chipset est disponible, mais les produits commerciaux sortiront à partir de mi-2013, tout le second semestre 2013. Les produits 600 ont déjà été annoncés par certains de nos clients, ils vont sortir dès le deuxième trimestre, et puis tout le reste de l'année bien sûr. Les produits 400 aussi vont sortir aussi à partir de milieu de cette année, et 200 aussi. C'est un peu étonnant si on fait un parallèle entre le monde de la mobilité et le monde du fixe en fait. C'est qu'aujourd'hui les CPU n'évoluent que très rarement maintenant dans les ordi, alors que sur les smartphones on a quasiment 2 nouveautés majeures par an. Alors, disons une si on veut plutôt être... ça paraît important. Ça va durer combien de temps à votre avis? On s'attend au Qualcomm 1000 l'année prochaine et au 1200 l'année suivante. On est dans des secteurs d'activité sur lesquels l'innovation est encore excessivement rapide. Et là, j'en appelle à l'expérience de chacun. Chaque personne qui passe d'un smartphone à un nouveau smartphone d'une génération plus récente voit par lui-même l'évolution, le confort d'usage, les services nouveaux qui peuvent être apportés par les dernières versions des OS et ainsi de suite. Donc non, on est sur une évolution excessivement rapide des plateformes, parce que voilà, c'est les investissements en R&D qui permettent d'apporter de nouvelles fonctionnalités et surtout plus de performance. Et plus de performance à des coûts inférieurs et avec des consommations d'énergie inférieures. Donc c'est toujours faut rien oublier, hein, on travaille toujours sur ces axes-là, des solutions toujours plus intégrées pour avoir une structure de coûts qui soit la plus efficace, augmenter évidemment les performances et en même temps réduire la consommation énergétique des composants. On a eu des fonctions qui ont été développées par Qualcomm, notamment Quick Charge, je crois. Quick Charge c'est intégré au chipset, c'est ça? C'est intégré à la plateforme Qualcomm, et ça permet de réduire le temps de charge d'un produit jusqu'à 75%. Donc une tablette qui mettrait 7 heures à se charger, avec la technologie Quick Charge 2.0, elle mettrait moins de 3 heures à être chargée. Et en matière de gestion d'autonomie, parce que c'est aussi le point faible des téléphones super haut de gamme, c'est qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'utiliser plus d'une journée. Là aussi il y a des efforts qui ont été faits pour améliorer l'autonomie. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Encore un coup, ces dernières années, les efforts qui ont été faits en termes d'optimisation de la consommation d'énergie ont été moins visibles parce qu'en parallèle il y a eu une tendance à augmenter la taille des écrans, qui elles consomment évidemment beaucoup plus, et avoir des écrans plus lumineux, plus mais à partir de maintenant où on arrive sur des tailles d'écran qui vont probablement se stabiliser pour des raisons physiques, on va voir beaucoup plus d'évolutions en termes d'économie d'énergie.